Il n'est pas dit que demain, un éventuel conflit sur Taïwan puisse lui aussi déraper sur un affrontement nucléaire. Ce qui était possible entre Washington et Moscou, ça l'est aussi entre Washington et Pékin, puisque ce sont aussi deux grandes puissances nucléaires et qui peuvent justement se neutraliser à cause de ça. La sécurité économique égale la sécurité nationale. Absolument tous les programmes de recherche de l'Union européenne étaient ouverts aux chercheurs chinois. Je dis tout sauf un, le programme de recherche nucléaire. Vous n'arrêtez pas une puissance qui comprend 1,4 milliard, donc qui a un marché domestique déjà suffisant pour amortir les investissements. Vous n'arrêtez pas cette puissance-là. Ali Laïdi, bonjour. Bonjour. On est ravi de vous recevoir dans cette émission Risque Intel Média, Le Cercle. Ali Laïdi, vous êtes chercheur en géopolitique, journaliste à France 24, où vous animez notamment cette émission, donc l'entretien de l'intelligence économique. Vous êtes spécialiste de cette question, l'auteur de nombreux ouvrages marquants, dont Le droit, nouvelle arme de guerre économique, Histoire mondiale de la guerre économique, et votre dernier livre, La Chine, le retour du guerrier économique. Ce dernier livre est la raison pour laquelle nous vous avons invité aujourd'hui pour décrypter un petit peu cette question de la guerre économique en relation avec la Chine. Et je vais commencer par une question peut-être un peu provocante, mais si aujourd'hui les Américains ne sont pas encore en guerre conventionnelle contre la Chine, c'est uniquement à cause de la bombe nucléaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation ? C'est-à-dire que c'est une affirmation qu'on pourrait aussi plaquer sur la longue histoire de la guerre froide. C'est-à-dire qu'on pourrait dire aussi qu'il n'y a pas eu d'affrontement direct entre l'Union soviétique et les États-Unis parce qu'il y avait la crainte de l'utilisation de l'arme nucléaire. Donc ce qui était possible entre Washington et Moscou, ça l'est aussi entre Washington et Pékin, puisque ce sont aussi deux grandes puissances nucléaires et qui peuvent justement se neutraliser à cause de ça. Mais évidemment, rien n'est sûr. En 1962, on a eu la crise à Cuba où on a failli basculer dans le conflit nucléaire entre les États-Unis et l'Union soviétique. Il n'est pas dit que demain, un éventuel conflit sur Taïwan puisse lui aussi déraper sur un affrontement nucléaire. C'est intéressant ce parallèle que vous faites avec la guerre froide. Est-ce que ça veut dire qu'on est dans une situation de type guerre froide aujourd'hui entre les États-Unis et la Chine ? Ça veut dire, je pense, qu'on est sur une trajectoire de guerre froide. On est sur une trajectoire où on va renouveler avec les schémas de la guerre froide. Alors là, pas non plus dans un rapport bipolaire entre les États-Unis et l'Union soviétique et la Russie aujourd'hui, mais dans un rapport bipolaire entre un camp qui serait toujours celui de l'Occident mené par les États-Unis et un camp qui serait co-mené avec un leadership quand même supérieur par les Chinois et les Russes. Et donc, très clairement, en politique, en économie, il y a cette trajectoire. Donc, si on n'y met pas fin très rapidement, on va aller très clairement vers une nouvelle guerre froide entre ces deux blocs. Si on n'y met pas fin rapidement. C'est intéressant. Maintenant, je me fais une réflexion et j'aimerais que vous puissiez nous répondre là-dessus. Aujourd'hui, on a donc énormément de sanctions prises par les États-Unis vis-à-vis de la Chine pour limiter son développement technologique. Est-ce que cette pente lente vers une confrontation éventuellement militaire entre les deux grandes puissances, qui en est responsable ? Est-ce que la Chine est en position défensive ou offensive, à votre avis ? Alors, la question de la responsabilité, elle est extrêmement difficile. Nous, chercheurs, on peut pour l'instant poser uniquement la question des faits. Et en effet, on voit une ancienne puissance, l'hyperpuissance américaine, qui est challengée, concurrencée, sans doute dans la première fois de sa jeune histoire, par un pays capable de le doubler. Très clairement, capable de doubler sur tous les domaines, politique, l'influence politique, militaire, la puissance militaire, économique, et évidemment. Donc, c'est la première fois que les États-Unis rencontrent un tel défi. Ils ont
eu ce genre de problème à la fin des années 80 avec le Japon, par exemple, qui voulait le challenger uniquement sur les questions économiques. Mais ils ont très rapidement trouvé la réponse pour brider la puissance économique japonaise. Là, évidemment, ils n'ont pas la réponse. Et c'est là aussi sans doute un fait inédit dans l'histoire des États-Unis. C'est la première fois qu'ils se trouvent dans une posture de réaction par rapport à ce qui est en train de se passer. Ils sont même plus capables d'anticiper l'émergence de la Chine. L'émergence de la Chine, elle est là, et donc ça effraie vraiment les États-Unis de voir un concurrent capable de leur prendre la première place mondiale. Et donc, face à ça, évidemment, quand je dis que ça effraie, c'est-à-dire qu'il y a de la peur. Évidemment, la peur, c'est l'irrationalité. Et l'irrationalité peut nous entraîner sur des chemins qu'on n'a pas forcément décidés auparavant. Et quand vous parlez de ce qui a été fait contre le Japon, a priori, déjà, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce précédent et puis surtout nous dire, est-ce que, en observant, j'imagine que les Chinois ont observé ce qui s'est passé, ce qui est arrivé aux Japonais, est-ce qu'eux-mêmes n'en auraient pas tiré des leçons, justement ? Très clairement, très clairement. Ce qui se passe, c'est qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a une volonté, une stratégie japonaise à la fois puissante et discrète pour prendre la revanche économique sur la défaite militaire. Et quand je dis puissante, c'est-à-dire qu'elle met en branle non seulement le secteur privé, mais aussi, surtout, le secteur public, qui va aider le secteur privé à grimper les échelons et rattraper tout le retard accumulé à cause de la perte de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il y a une vraie stratégie d'intelligence économique au Japon qui va aboutir au milieu des années 80, souvenez-vous, pour ceux qui ont l'âge, où le Japon est devenu la référence économique mondiale. Il fallait aller au Japon, il fallait copier les standards économiques japonais. On parlait du toyotisme plutôt que du fordisme, etc. Le Japon était l'un des principaux acteurs à la bourse de New York. Il avait des gains dans l'automobile mondiale. Il pénétrait l'Europe, les États-Unis. Ça faisait peur aux Américains, etc. Donc, à un moment donné, les Américains se sont dit qu'il fallait stopper cette émergence et cette puissance économique japonaise, et ils ont mis en place, l'administration américaine a mis en place les réponses pour empêcher le Japon de continuer sur sa lancée. Et ils y sont parvenus. Sauf que le Japon, c'est 120 millions de personnes, c'est un pays qui accueille, on va dire, des GIs américains, donc c'est un pays allié. Oui. La Chine, c'est autre chose. C'est 1,4 milliard de personnes. C'est pas forcément un pays allié. C'est pas un pays occidental. Ce n'est pas un pays capitaliste. C'est un pays qui reste marxiste-léniniste, etc. Donc, le challenge, le pari est autre. Il est même difficile à gagner, voire impossible pour les Américains. Très intéressant, puisque finalement, donc, ces manœuvres menées contre le Japon, contre un pays allié, posent quand même la question de notre rapport à la Chine, et je pense que beaucoup de gens se la posent, puisque une actualité récente, moi, m'a marqué. Donc là, on a une fusée, Longue Marche 2C, qui transporte le satellite franco-chinois SVOM, ou SVOM. Et c'est un projet, en fait, qui est un partenariat entre les agences spatiales françaises, le CNES, et chinoises. Donc là, on est quand même sur un projet de coopération scientifique, sur des technologies de très haut niveau, alors qu'a priori, depuis 2011, la NASA interdit toute collaboration avec Pékin dans l'espace. Donc quand vous parliez de bloc occidental, là on voit en tout cas sur cet exemple, et je pense qu'on peut en trouver d'autres, des logiques de coopération technologique avec la Chine et même économique, voir comment Emmanuel Macron a accueilli Xi Jinping en France. Donc quels sont nos rapports? Quelle est la nature de nos rapports aujourd'hui? Est-ce qu'on est alliés? Est-ce qu'on est concurrents? Est-ce qu'on est ennemis, futur ennemi? C'est difficilement lisible. Il y a deux parties. Très clairement, les États-Unis ont pris conscience que l'ouverture à la Chine les avait amenés sur des territoires qu'ils ne souhaitaient pas avoir. Et l'ouverture à la Chine a remis en question un des piliers de la stratégie de sécurité des États-Unis, c'est que, à trop ouvrir les marchés, on avait touché à la sécurité nationale. Et ils sont donc revenus à l'égalité qui est la sécurité économique égale la sécurité nationale. Et donc, ils ont réagi par rapport à ça et ils sont en train de couper les ponts pour un découplage très clair entre les États-Unis, l'économie américaine et l'économie chinoise. Découplage qui va se faire dans les décennies qui arrivent. Ouais. En Europe, ça a été
petit peu différent. En Europe, on a toujours cru que, comme les Américains au début, que l'ouverture économique allait apporter la démocratie dans les pays. Ce qui s'avère totalement faux, puisque l'ouverture à la Chine, à partir de son entrée en 2001 à l'Organisation mondiale du commerce, n'a pas abouti à la démocratisation politique de la Chine. Mais on est parti toujours sur cette lancée qui consiste à dire il faut quand même continuer à coopérer pour éviter de nous emmener sur, là encore, des territoires plutôt sombres et obscurs. Donc, l'Europe, la Commission européenne, les institutions européennes ont toujours été très ouverts à la coopération. Je donne des exemples dans ce livre où absolument tous les programmes de recherche de l'Union européenne étaient ouverts aux chercheurs chinois. Je dis tout, sauf un, le programme de recherche nucléaire. Mais absolument tout. Ils avaient open bar sur les différents programmes de recherche de l'Union européenne. Donc évidemment, on est toujours sur cette lancée. Il y a quand même une réflexion, évidemment, depuis un certain nombre d'années, qui consiste aussi à dire, tiens, nous aussi, Européens, est-ce que notre sécurité économique, c'est pas égal à notre sécurité régionale? Et donc, la réflexion en Europe est tardive. Je pense qu'ils n'ont pas ces nouveaux concepts d'affrontement de puissance. Ils ne savent pas ce que c'est, puisqu'ils ont toujours été formés sur les bases néo-capitalistes, néolibérales, d'ouverture, de signature, d'accords de libre-échange, etc. Tout à coup, depuis 2-3 ans, on leur dit non, ça ne fonctionne plus. Attention, il faut repartir à zéro. Donc, il y a besoin en Europe de repenser la situation internationale, de repenser la stratégie sécuritaire de l'Europe, globalement, à la fois défensive, offensive, militaire, politique et économique. Bonjour les amis, avant de continuer cet entretien, ce petit message pour vous inviter à liker, commenter, vous abonner évidemment à notre chaîne en cliquant sur la petite cloche afin de nous envoyer de la force et de nous soutenir dans nos projets. Allez, merci beaucoup, c'est reparti pour cet entretien. Alors, la sécurité physique, on voit bien ce que c'est. Voilà. La sécurité numérique, on voit bien ce que c'est aussi chez Risque Intel Média. La sécurité économique, qu'est-ce que ça veut dire? La sécurité économique, ça veut toujours simplement dire que je dois rester souverain d'un point de vue économique. Je dois être capable, moi, pays, de pouvoir offrir à ma population tous les besoins dont elle a besoin d'un point de vue économique. Par exemple, si je m'aperçois à partir du Covid que 80 à 90% des principes actifs des médicaments ne sont pas fabriqués chez moi, et donc je ne suis pas capable, en cas de pandémie, de pourvoir à la sécurité sanitaire de mon peuple, alors je dois réfléchir sur la manière de rapatrier une partie de la fabrication de ces principes actifs de médicaments. Idem sur la défense, idem sur l'alimentaire. Si je suis dépendant d'un autre pays, alors ma sécurité économique est atteinte et ma souveraineté plus largement, et donc fondamentalement ma politique indépendante d'État. Merci pour ce retour conceptuel. Maintenant, moi, la question que je me pose, c'est... Donc pendant longtemps, comme vous l'avez dit, on a vécu sous cette logique du libre-échange qui en fait a consisté à diminuer nos coûts, en vérité, nous occidentaux, et la Chine était un candidat idéal, bon, pas que la Chine évidemment, pour constituer ce qu'on appelle les fameuses chaînes de valeur globale. Aujourd'hui, on a une économie qui est mondiale, totalement interconnectée, avec la production dans tel pays, l'énergie dans tel pays, les désaccords de distribution dans tous les sens, etc. Et comment peut-on faire pour bouleverser du jour au lendemain une architecture aussi complexe et intégrée, notamment dans la tech, et qui inclut, même dans beaucoup d'autres secteurs de l'économie, qui inclut la Chine comme un hub, comme un acteur principal, Alors, ce fameux découplage dont vous parlez. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Donc, je vous ai dit, les États-Unis sont dans une stratégie lointaine, donc il y a plusieurs décennies de découplage. Nous, Européens, on est dans une réflexion de dérisking. Donc, on va diminuer le risque de dépendance
vis-à-vis de la Chine ou autres acteurs. Et pour ça, ça va peut-être mettre aussi plusieurs années. Rien ne se fera du jour au lendemain. Ce qui peut se faire du jour au lendemain, par exemple, c'est de rapatrier la production du Doliprane en France, qu'a fait le gouvernement depuis le Covid. Ce qui peut être aussi rapidement fait, c'est de dire aux acteurs économiques, principaux acteurs économiques français, de faire appel à des solutions made in France sur la cyber, par exemple la cybersécurité, etc. Mais là encore, on est sur du temps long. On ne peut pas du jour au lendemain détricoter ce qu'on a tricoté pendant plus de 40 ans. Donc, mais seule une stratégie, donc une stratégie se pose sur le long terme, seule une stratégie en Europe pourra répondre à ces questions-là. Et quand je dis en Europe, il faudra avancer à 27, mais il faut aussi avancer État par État membre. C'est-à-dire chaque État doit se poser la question de sa stratégie, de sa souveraineté économique, de son autonomie économique par rapport à l'Europe et par rapport à elle-même. Et tout ça, encore une fois, ça ne se fait pas du jour au lendemain parce qu'il faut changer le logiciel des dirigeants politiques et économiques de l'Europe. Changer le logiciel, ça met du temps, forcément. C'est-à-dire qu'il va falloir former des nouvelles élites à cette nouvelle situation internationale et il va falloir que ces nouvelles élites puissent apporter des solutions politiques, économiques, administratives pour faire face à ces défis. Ouais. Mais vous parlez quelque part d'une insuffisance de la pensée européenne sur ces questions, mais alors il me semble qu'on dit souvent, alors je ne sais pas si c'est un adage mais en tout état de cause, que l'Allemagne finalement a parié en termes de rêve économique sur les hydrocarbures russes et la vente de machines-outils à la Chine. Allemagne qui pendant longtemps, un peu moins maintenant avec ce qui se passe en Ukraine, a été le moteur économique de la zone euro. Est-ce qu'un pays comme l'Allemagne aurait intérêt à un découplage? Est-ce que finalement ce manque dans la pensée stratégique ne vient pas tout simplement d'un manque d'intérêt? Alors, encore une fois, l'Allemagne, tout comme l'Europe, ne souhaite pas le découplage. Ils souhaitent le dérisking. C'est vraiment différent. Comme vous l'avez dit, l'Allemagne avait en gros un modèle fondé sur la moindre cherté de son approvisionnement énergétique via la Russie et la vente de ses voitures et de ses machines-outils aux États-Unis et en Chine. Ce modèle, forcément, il est plus fébrile aujourd'hui qu'avant. Donc, les Allemands sont dans la recherche aussi d'un autre modèle. Et là encore, ça va prendre un certain nombre d'années. Il y a aussi le modèle néerlandais. C'est quand même un modèle qui se fonde, qui est le hub d'entrée du Made in China, par milliards et milliards chaque année. Donc, est-ce que ce modèle de hub d'entrée du Made in China, qui après est redistribué au sein des États membres, ce modèle, est-ce qu'il va tenir encore longtemps ? Je ne suis pas sûr. Donc là aussi, les Pays-Bas devront avoir une réflexion sur leur modèle. Et de manière plus générale, chaque pays devra avoir une réflexion sur son propre modèle, à la fois d'une manière autonome et d'une manière à penser à 27, de manière à garder cette solidarité. Donc vous voyez que tout part de la réflexion. Si on ne commence pas par la réflexion, c'est-à-dire si on ne relance pas la réflexion stratégique sur ces questions-là, on sera toujours dans la réaction. On ne sera jamais dans l'anticipation. Or, pour répondre à ce défi qui s'ouvre, il faut être dans l'anticipation. Et pour ça, il faut lancer des recherches, des laboratoires de recherche où on mêle des politologues, des économistes, des gestionnaires, des historiens, des psychologues, parce qu'il y a aussi des guerres de l'information, etc. Si on ne fait pas ça, on n'y arrivera pas. Ouais. Maintenant, je vais peut-être vous poser une question là encore un peu provocante, mais on comprend assez bien que les États-Unis ne veulent pas ne plus être les numéros 1. Oui. Donc dans cette logique, en effet, il y a cette confrontation économique avec la Chine et ça, c'est facilement compréhensible au vu de la position américaine. Les Chinois, on comprend leur position, ce sont les challengers, mais l'Europe, que veut-elle ? Parce qu'en fonction de qui on est, de comment est-ce qu'on se perçoit, c'est aussi de cette manière qu'on peut établir une stratégie. Mais aujourd'hui, l'Europe, que veut-elle ? Est-ce qu'elle veut être numéro 3, numéro 2 ? Est-ce qu'elle veut juste être un grand marché ? C'est ça, c'est qu'on ne sait pas ce que veut l'Europe. Ce qu'on sait, c'est que l'Europe, c'est une formidable réussite. Je veux dire, après les cauchemars du XXe siècle, ces 2 guerres mondiales,
terrible, cette décolonisation qui s'est mal faite dans certains pays, etc., on sait que l'Europe a créé quand même un ensemble fondé sur la paix. Et ça, c'est quand même extraordinaire ce qu'elle a réussi à faire. Mais c'est insuffisant parce qu'elle a cru que son modèle pourrait servir pour empêcher les autres de lui chercher des noises. Non, ça n'est pas possible. Vous ne pouvez pas protéger votre modèle uniquement en plaidant son côté vertueux. Il faut que vous défendiez votre modèle à la fois de manière défensive, mais également de manière offensive. Or, elle n'a pas eu cette réflexion. L'Europe a toujours rejeté l'idée de l'affrontement économique. La guerre économique, c'est un concept qu'elle rejette. Même certaines élites en France l'ont rejeté pendant des années et des années. Même si on le voit apparaître on entendait récemment, pour rebondir sur ce que vous dites, Édouard Philippe, ancien Premier ministre, qui expliquait qu'il n'aimait pas le terme guerre économique. Voilà, je vous prie de m'excuser de vous avoir coupé, mais non, c'est ça. Encore aujourd'hui. Hein. Alors, bon, moi, si vous voulez, on peut le remplacer par hyper-affrontement économique, hyper-concurrence économique. Je ne m'accroche pas au terme. C'est vrai que guerre économique, c'est parlant, tout comme guerre froide, c'est parlant. Pourtant, il n'y avait pas d'affrontement direct entre les géants. Et on a quand même parlé de guerre froide. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de mort qu'on ne peut pas utiliser le terme de guerre économique. Mais encore une fois, si vous voulez prendre le terme d'hyper-compétition ou d'hyper-concurrence, je suis preneur, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas eu de réflexion sur le fait qu'il existe de la violence sur le champ économique. Le champ politique n'a pas le monopole de la violence, comme on essaie de nous le faire croire depuis des décennies. Donc, il est utile de réfléchir à ce niveau et à ce degré de violence qu'il y a dans le champ économique. Parce que sinon, l'histoire l'a prouvé, si vous ne réfléchissez pas à ça, on passera directement de la guerre économique à la guerre tout court. Et aujourd'hui, ce qui nous empêche de penser la guerre économique, c'est les deux côtés du spectre. C'est-à-dire que vous avez un côté ultralibéral, néolibéral, qui dit non, ça n'existe pas la guerre économique. Parce que reconnaître l'existence de la guerre économique, ça veut dire reconnaître la capacité à l'État à intervenir, le seul garant de la violence légitime. Donc, ils ne veulent pas de l'intervention de l'État sur le champ économique. Et de l'autre côté du spectre, on a la gauche ou l'extrême gauche qui refuse le concept de guerre économique et qui dit que c'est un outil, c'est une manière de demander au peuple de renoncer à tous les acquis sociaux qu'on a obtenus depuis 1945. Ce qui est faux. Ce qui est faux, c'est tout le contraire. Ceux qui défendent, ceux qui parlent de la guerre économique, disent au contraire que il faut défendre les modèles socioculturels de chacun des pays. Il y a un modèle socioculturel en France, il y en a un aux États-Unis, il y en a en Algérie, il y en a en Chine. Il faut les préserver. Il faut cette diversité des modèles socioculturels, parce que le jour où il y a une crise, la résilience viendra de la diversité de ces modèles socioculturels. Pour rebondir sur la pensée de gauche, puisque vous l'évoquez, si on avait réfléchi en termes de guerre économique, est-ce qu'on aurait accepté les délocalisations massives ? Mais disons qu'on n'aurait pas accepté toutes les délocalisations faciles. On aurait réfléchi à ça. Et aujourd'hui, on se trouve coincé sur un certain nombre de secteurs. On n'a même plus le savoir-faire. Ce n'est pas seulement la main-d'œuvre. Le savoir-faire, on ne l'a plus en France, on ne l'a plus en Europe, et il est en Chine. Donc, si on avait une réflexion stratégique, si on avait eu ça, on aurait préservé des îlots pour repartir. Parce que c'est vrai que la baisse des coûts, la valeur actionnariale de l'entreprise, c'est-à-dire uniquement sa valeur boursière pour distribuer ensuite des dividendes, ça, c'est une courte vue. Et ça a été la pensée des années 2000. C'est vraiment à courte vue. Et aujourd'hui, on regrette cette pensée à courte vue. Mais on est devant le mur. Est-ce qu'on regrette vraiment ? Est-ce que tout le monde regrette vraiment ? Est-ce qu'il y a une prise de conscience, vous qui êtes chercheur, journaliste, vous êtes enseignant également. Est-ce que vous voyez cette prise de conscience ? Alors, il y a une prise de conscience, mais qui s'est faite encore à cause des chocs. D'accord. Il ne s'est pas fait naturellement dans le fait de mûrir une pensée. C'est parce qu'il y a eu le choc du Brexit, il y a eu le choc de l'élection de Trump en 2016, qui est le seul président américain qui déclare que l'Amérique aime les guerres commerciales parce que l'Amérique les remporte. Il y a eu le choc du Covid et de la pandémie et la crainte que les entreprises européennes soient rachetées à bas coût
par les Chinois ou d'autres fonds souverains du Moyen-Orient. Il y a eu l'invasion de l'Ukraine, etc., etc. Donc, à chaque fois, ce sont des chocs qui nous font réfléchir. Mais devant un choc, on réagit. Or, encore une fois, si on veut être à la hauteur de ce qui s'annonce, il faut anticiper. Mais ce manque d'anticipation, est-ce qu'il ne vient pas aussi d'une forme de grande intelligence de la Chine, qui, vous l'écrivez dans votre livre, la Chine qui a fait semblant de jouer le jeu du libre-échange tout en protégeant ses fleurons nationaux. On peut se rappeler des dignitaires chinois qui, tous les ans à Davos, viennent défendre le libre-échange, quand même, devant toute l'hyperclasse occidentale. Donc, est-ce que les Chinois, quelque part, n'ont pas été super malins? Mais bien sûr, ils ont été malins. Et surtout, ils ont joué leur tradition. C'est-à-dire que le modèle d'intelligence économique chinoise, c'est un modèle qui est fondé sur l'étude du modèle japonais, qui a réussi durant les années 70 et 80, donc avec un État très fort et un ministère de l'Industrie et du Commerce extérieur qui est au centre du système. Ils l'ont étudié. Ils ont étudié le système français, américain, c'est-à-dire qu'ils ont envoyé des chercheurs en Europe, aux États-Unis, pour étudier tout ça à partir de la fin des années 70. Ils ont évidemment comme cadre le système marxiste-léninisme, parce que ça reste évidemment très marxiste-léniniste. Et aussi, ils sont allés puiser dans les traditions ancestrales stratégiques chinoises, avec l'art de la guerre qui remonte au IVe siècle avant Jésus-Christ, tous ces penseurs stratèges chinois qui ont été à l'origine, avant la création de l'Empire de Chine, etc. Donc, ils ont fait un mix de tout ça, et ça a donné en effet ce qu'a déclaré Deng Xiaoping à la fin des années 70, une Chine qui rase les murs, mais qui en fait est en train de construire sa puissance. Et on ne peut pas lui reprocher. On ne peut pas lui reprocher, c'était le pays le plus pauvre, l'un des plus pauvres derrière l'Inde à la fin des années 70, parce que Mao était nul en économie, mais vraiment nul. Deng Xiaoping a pris le parti contraire. Il a décidé vraiment de donner la puissance économique à son pays. Et pour ça, ils ont mis en place une stratégie. Ils ont fait croire qu'ils étaient faibles, ils l'étaient au début. Ils ont laissé ouvert leur marché, leur immense marché aux Occidentaux, en leur disant « Ok, mais vous allez nous donner vos transferts de technologie. » Alors les Occidentaux, au départ, ont dit « Ok pour nos vieilles technologies ». Puis ils se sont enrichis, et jusqu'au moment où ils se sont devenus dépendants du marché chinois, et les Chinois ont dit « Bon, ben maintenant, si vous voulez rester, continuer à faire des dividendes, vous allez nous donner vos plus récentes technologies. » Donc ça, c'est pas permis par l'OMC. Mais eux, ils se sont permis de faire au nom, parce qu'ils savaient qu'on était devenus accros à leur marché et qu'on allait tout leur donner. Et une fois qu'on leur a tout donné, eh ben aujourd'hui, ils sont capables d'être meilleurs que nous. Ils sont meilleurs que nous dans certains segments du nucléaire civil. Ils vont être meilleurs que nous dans certains segments de l'intelligence artificielle, etc. Ouais. Donc du coup, la réflexion qu'on devrait avoir, c'est qu'on devrait se dire, ben maintenant, c'est nous les faibles. Eh bien, on va réagir comme des faibles et on va essayer d'aller chercher les technologies du fort qu'est devenue la Chine. Mais pour ça, pour se penser comme des faibles, il faut tout revoir. Vous imaginez bien que les élites françaises qui sont formées à HEC, à Sciences Po et à X, on ne leur apprend pas qu'ils sont les plus faibles. On leur apprend depuis l'âge de 6 ans qu'ils sont les meilleurs. Ils sont les meilleurs en France, mais quand ils parlent au monde, ce ne sont plus les meilleurs parce qu'ils n'ont plus les capacités de penser en dehors de l'affrontement. Ils n'ont plus la capacité de penser contournement des problématiques et ils n'ont plus la capacité de penser dans nos traditions. C'est-à-dire la tradition du IVe siècle avant Jésus-Christ chinoise, nous on avait l'équivalent, c'est la métisse grecque, c'est Ulysse. Comment on réagit par rapport au fort de manière intelligente, rusée. Ça, il va falloir le retrouver. Donc après des siècles de domination occidentale, j'imagine que ça va être compliqué. Aujourd'hui, j'ai un peu le sentiment, quand vous entendez les enseignements dans les grandes écoles en France, qu'on est encore dans une forme de complexe de supériorité, mais supériorité slash culpabilisation. Finalement, nous avons été dominants, nous sommes encore dominants, et donc ça nous donne finalement une responsabilité de nous
racheter quelque part, sur tout un ensemble d'items liés, que ce soit à l'écologie, le racisme ou autre, par rapport au reste du monde. Donc quelque part, on a quand même encore une forme de complexe de supériorité. Est-ce qu'on se moque de nous en Chine? Comment est-ce qu'on est perçu en fait par les Chinois? Comment le logiciel idéologique, économique, politique des élites occidentales est perçu en Chine? Le logiciel actuel. Oui, alors très clairement, il y a dans les élites chinoises, depuis un certain nombre d'années, c'est sans doute le plus caractéristique chez Xi Jinping, il y a quand même l'idée de la revanche. Très clairement, au XIXe siècle, à travers les guerres de l'opium, à travers la manière dont on a ouvert ce marché à coups de canon, on a occupé la Chine, on a déstabilisé l'Empire pour, en 1911, basculer sur une république qui a été aussi déstabilisée par la présence occidentale, mais également japonaise en Mandchourie, etc. Donc il y a quand même, dans une partie des élites, mais je pense que c'est présent, c'est Xi Jinping, l'idée de cette revanche de la Chine sur le reste du monde, et en particulier sur l'Occident. Donc il va falloir répondre aussi à cette revanche. Et je pense que c'est là où Xi Jinping commet une erreur, en critiquant le modèle occidental, l'Empire. Il ne fait que le copier, parce que l'histoire de la Chine, c'est quand même l'histoire d'une puissance d'abord et avant tout régionale. C'est quand même une puissance qui, au XIVe siècle, a coulé ses propres bateaux, qui était allé assez loin dans l'océan Indien, mais qui a décidé justement de ne plus s'ouvrir au monde. Et donc, c'est pas un empire qui a des habitus sur le désir de dominer le monde. Et quand Xi Jinping critique l'histoire occidentale de ces 5 derniers siècles, eh bien, il ne fait que la reprendre à lui-même. Il y a aussi une tentation chez lui de devenir le pays hégémonique, le pays dirigeant. Et ce n'est pas dans l'histoire de la Chine. Ce n'est pas du tout dans la culture de la Chine. Et à mon avis, c'est là qu'il commet une erreur fondamentale. Quant à nous, il faut accepter. On a dirigé le monde pendant 500 ans. Il est normal qu'on partage maintenant la direction du monde. Et tant mieux. Je veux dire, tant mieux de ne plus avoir le fardeau du monde sur nos épaules. Tant mieux de le partager et d'inviter à la table tous les peuples et toutes les nations. Tant mieux. C'est sur cette base-là qu'on devrait réfléchir. Et non pas sur la base, on a peur, ils veulent nous piquer notre bout de gâteau, etc. Non. On devrait s'ouvrir là-dessus, tout en étant très vigilant sur le fait que remplacer la puissance américaine par la puissance chinoise, ça ne changera rien. Au contraire, ça nous amènera sans doute à des pires catastrophes. Donc l'idée, ce n'est pas l'idée d'une alternative d'hyperpuissance. L'idée, c'est vraiment pour le coup de mettre en place ce dont on a toujours rêvé. C'est ce monde multipolaire où chacun, en fonction de ce qu'il est, de ce qu'il a envie, puisse apporter à la table du concert mondial ce qu'il doit apporter, et que les autres, qu'on soit une grande ou une petite puissance, puissent respecter les plus petits. Donc c'est ça dont on rêve, et c'est l'idéal vers lequel aller. Mais évidemment, on a en face de nous des acteurs comme Xi Jinping qui ne voudront pas de ce monde-là, qui voudront un monde où ce seront eux, enfin, les dominateurs. Et ils le disent. Ils disent c'est le siècle de la Chine. Sous-entendu, on va remplacer les États-Unis. D'accord. Donc finalement, le monde, l'ambition de la Chine n'est pas un monde multipolaire. Non. C'est intéressant ce que vous dites. Hein. Non. Parce que c'est ce qui est censé être porté par les fameux BRICS, n'est-ce pas BRICS XXL, puisqu'on va y rajouter d'autres pays maintenant. Mais Non. Lisez les textes de Xi Jinping, lisez les textes des symposiums, des pléniums du Parti communiste chinois. Il est clair qu'ils considèrent que c'est leur tour. C'est leur tour de dominer. Alors, ils ont un discours qui consiste à dire, nous, on fait du business avec des pays sans juger leur système démocratique ou pas.
Oui, c'est vrai en partie. Ils ne sont pas là à donner des leçons sur les droits de l'homme à tous les pays dans lesquels ils investissent, contrairement à nous, où on est toujours à donner des leçons sur les droits de l'homme. Donc ils ont cette approche-là, mais c'est une approche pour faire en sorte qu'un maximum de pays se rangent derrière la Chine contre l'Occident, avec un objectif très clair de dominer le monde. Et ça, on ne peut pas accepter d'être dominé par un parti unique, marxiste-léniniste, qui se fiche totalement des libertés. Donc ça, on ne peut pas. Donc on est dans un moment où on doit s'ouvrir, accepter qu'on ne domine plus, et en même temps empêcher un acteur de vouloir dominer. Ce qu'on devrait avoir aussi vis-à-vis de notre allié américain. Bien sûr. Bon, là on parle de la Chine, mais en effet, cette question se pose évidemment par rapport aux États-Unis, qui ont pour le coup beaucoup plus de moyens de la puissance encore aujourd'hui. Mais dans cette ambition chinoise, est-ce que vous pensez sincèrement qu'un pays comme la Russie, par exemple, ou comme l'Inde, que ces pays-là, par exemple, pourraient suivre et accepter un nouvel hégémon qui serait la Chine, au lieu des États-Unis? Non, mais c'est ça qui va être intéressant. Et c'est là où la situation est de plus en plus complexe. C'est que, en gros, on va peut-être voir se dessiner deux camps. Un camp occidental par les États-Unis, un camp, on va dire, asiatique, dominé par la Chine, en collaboration avec la Russie. Et puis, contrairement à la période de la guerre froide, de 1945 à 1989, où il y avait une tentative en 1955 à Bandung des non-alignés, donc de créer des pays non-alignés ni sur Washington ni sur Moscou. Là, on va avoir en effet affaire à un troisième acteur qui va être non-aligné et qui a les moyens de ce non-alignement. C'est-à-dire que le Brésil, l'Inde, l'Argentine, l'Afrique du Sud, la Turquie ont les moyens de jouer de temps en temps côté occidental, de temps en temps côté chinois et russe, pour leurs propres intérêts. Ce qui est normal, après tout. Donc, nous, notre problème, c'est qu'on va être dans un rapport bipolaire avec la Chine et la Russie, mais aussi qu'on va être dans un rapport très complexe avec les autres pays, les BRICS, pour résumer, où là, on va avoir affaire à des gens qui seront autonomes, et non pas comme pendant la guerre froide, où ils devaient suivre soit Moscou, soit Washington. Là, ils joueront leur propre carte. Et c'est là que ça va être très complexe. Et c'est là où il faut sans doute repenser complètement nos schémas. Dans le cadre de la réflexion sur nos schémas, petite question encore provocante, est-ce qu'il faut que la France ou l'Europe tente de rentrer dans les BRICS? On se rappelle de cette initiative d'Emmanuel Macron qui voulait, je crois, assister aux réunions des BRICS. Est-ce que c'est une solution stratégique qui est envisageable, impensable au vu de nos liens très forts, n'est-ce pas, avec les États-Unis? Alors c'est difficile parce qu'on n'est pas un pays émergent. Donc de fait, on ne peut pas rentrer dans un club de pays émergents. En revanche, est-ce que la Chine est encore un pays émergent? Pas pour longtemps. Elle se prétend, mais elle ne l'est pas, on est d'accord. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est donner un signal très fort, c'est de mettre fin au G7. Okay. De ne plus faire de réunions de G7 et de faire uniquement des G20. Donc là, le forum est beaucoup plus ouvert et donc ça prouve notre capacité d'ouverture. Le G7, c'est quand même un vieux club de vieux pays riches du XXe siècle. Et il est temps d'entrer pleinement dans ce XXIe siècle. Et je pense que ce serait un signal fort donné à l'ensemble des BRICS et autres pour dire, bon, voilà, terminer le club d'entre-soi, maintenant on s'ouvre, on discute, etc. On a des dossiers en commun. Le premier, c'est l'environnement, le changement climatique, qui va bouleverser absolument tout le monde sur l'ensemble de la planète. Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de s'entendre pour faire en sorte que les dégâts soient vraiment minimaux? Parce que dégâts, il y aura très clairement. Je pense qu'on n'atteindra pas l'objectif de la COP de Paris, à limiter à un 5 ou 2 degrés. On n'y arrivera pas. Donc, il faudra faire face à des menaces très, très importantes. Donc, voilà, on peut, par un certain nombre
d'initiatives, montrer qu'on s'ouvre à cette nouvelle réalité. Mais et là, c'est une question de géopolitique plus profonde que je vais vous poser, mais on a pu avoir dans différentes phases de l'histoire humaine des puissances régionales qui étaient numéro un dans leur espace d'influence, mais avec des espaces d'influence qui parfois fonctionnaient finalement dans leur système en indépendance par rapport aux autres, n'est-ce pas? Mais dans un monde où aujourd'hui finalement le monde n'est qu'une seule région quelque part, peut-on imaginer une architecture mondiale où il n'y aurait pas un numéro un qui domine tous les autres? Est-ce que c'est possible d'un point de vue de la géopolitique? Il faut le faire. On n'a pas le choix. Nous n'avons plus le choix. Il y a un basculement historique, il y a un basculement des mentalités qui doit s'opérer vraiment très fortement. Et c'est devant le mur, là. Le mur est là. Et je suis d'accord avec vous. Votre question est légitime dans le sens où vous ne voyez pas l'issue. Quand on pense à les futures élections présidentielles aux États-Unis avec le retour de Trump, avec un Biden qui est plus très jeune, etc. Donc on a des raisons de croire que ça va être difficile, voire impossible. Mais en tout cas, c'est clairement vers cela qu'il faut tendre. Et c'est clairement vers cela que tous les efforts doivent être tendus. À la fois nos efforts à nous, parce qu'on domine encore, on a une certaine puissance, et les efforts des autres qui ne doivent pas voir ce basculement du monde comme une revanche. S'ils voient la chose comme une revanche, alors c'est évident que ça partira en sucette. Au contraire, si on se tend tous la main, il y a une possibilité qu'on s'en sorte. Et vous avez raison de penser qu'aujourd'hui, tel qu'il est structuré, le monde, avec les conflits en Europe, au Moyen-Orient, les élections aux États-Unis, souvenez-vous, dans les années 70, on se fichait de la gueule des soviétiques parce qu'il y avait que des vieux à la tête. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, c'est que des vieux, quoi. Donc, il y a ces retournements de l'histoire qui sont assez incroyables. Et s'il y a un moment où il faut s'arrêter, poser des questions et avoir un objectif clair, c'est maintenant. Ouais, très intéressant. Vous parliez tout à l'heure, je me permets de revenir sur Xi Jinping, sa trajectoire, son idéologie qui est aussi basée sur une forme de revanche de la Chine. Moi, j'aimerais qu'on parle un peu plus de sa trajectoire personnelle et de la manière dont il organise son pouvoir. Est-ce que lui-même n'est pas aussi quelque part dans une forme de revanche par rapport à son passé familial? Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Alors, bon, c'est vrai qu'il a un passé... C'est un prince rouge, c'est le fils d'un prince rouge, c'est-à-dire des gens, des hauts dirigeants du Parti communiste chinois qui étaient très à l'aise jusqu'à la révolution culturelle de 1966, où ils ont été balayés par Mao, parce que Mao était complètement schizo, qu'il avait peur de perdre sa place, qu'il voulait être le numéro 1 et le seul numéro 1, quitte à garder Zhou Enlai dans l'ombre, etc. Donc c'est une jeunesse douloureuse, puisqu'il a dû aller... Son père a été vraiment rabaissé, il est allé dans les champs, à la campagne, alors qu'il faisait partie des milieux intellectuels, etc. Donc il a vu combien le maoïsme avait fait très mal à sa propre famille. Pour autant, il refuse systématiquement de critiquer le maoïsme. Parce qu'il considère qu'à partir du moment où ils mettent la main dedans, alors le système va s'effondrer. Bien sûr. Parce qu'ils ont vu l'exemple soviétique. Ils ont vu un Gorbatchev commencer à parler de glasnost, de perestroïka, de transparence, d'ouverture, et ils ont vu en quelques années le système s'effondrer. C'est pour ça que toute comparaison entre un leader chinois et un leader soviétique est une insulte. Et à partir du moment où vous avez un leader chinois qui est comparé à un leader soviétique dans sa dimension d'ouverture, alors il est condamné par le Parti communiste. Donc, on a un Xi Jinping qui a une culture marxiste-léniniste très forte parce qu'il ne veut pas qu'on déstabilise le parti et le pays dans son entièreté à partir de la critique de Mao, même si Mao lui a fait très très mal. Et donc, il mobilise au contraire son peuple, ou les 100 millions sans doute d'adhérents du Parti communiste chinois, il le mobilise sur la lutte et le pari
qu'il doit faire d'un point de vue économique et politique contre l'Occident. Et quel est le rapport justement des élites politiques chinoises par rapport aux élites économiques? Déjà, qui domine qui? Est-ce qu'il faut être membre nécessairement du Parti communiste chinois pour faire des affaires en Chine? Comment est-ce que ça se passe? Je pense qu'il l'a montré ces dernières années. Sous Xi Jinping, c'est très clair. La réponse à la question est très claire. C'est le politique qui domine. Très clairement. C'est en ça qu'il est très marxiste-léniniste. Et il est léniniste parce que quand vous lisez les textes de Lénine sur le parti et son rôle pivot, il est clair que en Chine, c'est le parti qui dirige l'économie. Et on l'a vu avec la manière dont ils ont évincé le créateur, fondateur et dirigeant d'Alibaba, par exemple, mais aussi d'autres grands capitaines de l'industrie chinoise qui ont été mis au banc, etc. Donc, l'idée, c'était très clair, c'était enrichissez-vous à partir de Deng Xiaoping. Ça va enrichir le pays. Puis Xi arrive, Xi Jinping dit, attendez, vous vous enrichissez, mais qu'à condition d'obéir aux recommandations du parti. À partir du moment où vous quittez ce schéma de recommandation du parti, alors vous serez susceptible d'être mis au banc. Donc, on l'a vu très clairement, le pouvoir en Chine, c'est le pouvoir du Parti communiste et c'est le pouvoir du politique sur l'économie. Alors moi, la question que je me pose, c'est, vous expliquiez tout à l'heure que la Chine a bénéficié quelque part, d'ailleurs vous l'expliquez très bien dans votre livre, mais a bénéficié de notre vision occidentale à courte vue, qui est en vérité la vision des acteurs économiques, n'est-ce pas, une vision un peu comptable de réduire les coûts. Est-ce que justement ce précédent occidental d'une forme d'égoïsme d'une certaine classe économique qui a mené aujourd'hui à des dépendances extrêmes de différents secteurs, est-ce que ce contre-exemple finalement occidental n'a pas amené cette réaction chinoise, cette conviction chinoise qu'il faut absolument que le politique domine sur l'élite économique pour justement éviter un retournement en défaveur de la Chine? Il le voit tous les jours dans notre comportement, mais il le voit aussi dans les grandes crises. À partir de 2008, la crise des subprimes, ils comprennent bien que le système est essoufflé et que sans direction politique du système, il va dans le mur. Donc ça, de fait, les crises nombreuses que nous vivons, nous, en Occident, crises économiques, réconfortent leur vision du nécessaire pilotage de l'économie par le politique sur, évidemment, certains territoires. C'est-à-dire que vous avez envie de créer un laboratoire, vous êtes libre, il n'y a pas de souci, vous ne demanderez pas au Parti communiste, etc. Par contre, vous, sous Xi Jinping, vous avez envie d'acheter un club de football, est-ce que ça sert vraiment les intérêts chinois d'acheter un club de football en Europe? Non, ça, on va repenser la question. Et ça ne date pas de Xi Jinping, ça date d'avant lui. Son prédécesseur avait remarqué notamment qu'il y avait de plus en plus de Chinois millionnaires, voire milliardaires, et qui se comportaient un peu à l'occidental, en mettant sur les réseaux leurs richesses, leurs voitures, souvent occidentales, etc. Et donc, c'est à ce moment-là qu'ils ont créé, par exemple, le système où on va vous surveiller d'un point de vue social, le contrôle social. Ouais, donc le contrôle social va d'abord s'appuyer sur la manière dont se comportent éthiquement ou pas les Chinois, et c'est seulement après que ce contrôle social va être appliqué aux entreprises chinoises, mais aussi étrangères. Et c'est là que les Chinois aussi vont retourner la chose et vont comprendre qu'à travers le contrôle social, on peut récupérer des millions d'informations stratégiques d'une entreprise parce qu'elle doit prouver qu'elle a une pratique éthique des affaires. Donc, oui, il y a en miroir le fait qu'ils regardent l'Occident et que la Chine ne veut pas ressembler à l'Occident. Moi, j'ai toujours pensé jusqu'à Xi Jinping que la Chine voulait la puissance pour rester la Chine. C'est une très vieille civilisation. Aujourd'hui, je pense que la Chine veut la puissance pour dominer le monde. Mais jusqu'à lui, c'était vraiment cette idée d'une schizophrénie, c'est-à-dire ouverture économique, mais fermeture politique,
Donc c'était totalement schizophrène. Et dans cette ouverture économique, l'influence occidentale, comment faire en sorte que cette influence occidentale n'abîme pas l'identité forte, culturelle et sociale d'un très très vieil empire qui a plus de 4000 ans. Mais dans cette volonté de domination, est-ce qu'on est arrivé à la phase finale ou est-ce qu'on est finalement aux prémices? Je vous pose la question parce que aujourd'hui on a un soft power américain, n'est-ce pas, qui est assez incroyable. Hein. Mais que dire du soft power chinois? Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il y a même cette volonté d'ailleurs de convertir quelque part le reste du monde à une vision chinoise, oui, ou à des valeurs chinoises? Oui. Et comment est-ce que ça s'exprime? Oui, je veux dire, quand ils créent les instituts Confucius au début des années 2010, les instituts Confucius, c'est l'équivalent des instituts anglais où on vient apprendre l'anglais, etc. Ça existe aussi pour l'Espagne, pour l'Allemagne, etc. Donc, ils créent ces instituts Confucius qu'ils implantent dans le monde entier au nom de rapprochement des peuples pour apprendre le chinois, la culture chinoise, etc. Donc, il y a l'idée, et ça a été dit dans certains textes chinois, que ça servait l'influence, voire la propagande de la Chine sur les instituts Confucius. Il y a aussi, très clairement, des opérations d'information et ou de désinformation internationale pour mettre en avant la Chine, qui touchent pas forcément l'Occident, mais qui touchent la banlieue de l'Occident, l'entourage, l'Afrique, l'Asie, etc., où on va nuire à l'image des Occidentaux, etc. Donc oui, très clairement, il y a un soft power chinois, sauf que, évidemment, au bout d'un moment, autant nous, Européens, on peut accepter le soft power américain parce que on aime bien les McDo, on aime bien Hollywood, on aime les séries, le rap, donc on aime l'univers socioculturel des États-Unis, autant on n'appréciera jamais la proposition du parti unique, d'une vision unique, du marxisme-léninisme importé par la Chine. Et c'est là, sans doute, où ça va bloquer. Ça va bloquer, de fait, à un moment. Ouais. Ils ne nous vendront pas des films de kung-fu où les libertés sont bafouées. Ouais. Puis de toute manière, c'est Hong Kong et c'est un modèle qu'ils n'aiment pas trop. Voilà. Donc, bon, très intéressant en tout cas sur cette logique du soft power. Je vais prendre le contraire de ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au modèle libéral, finalement, que ce soit économique ou en termes de valeur, que la Chine conspue aujourd'hui. Est-ce que finalement, ce modèle libéral, c'est pas aussi la force, en tout cas, des États-Unis, notamment en termes d'innovation? Puisqu'aujourd'hui, les États-Unis continuent malgré tout d'innover en termes de brevets plus que la Chine, d'attirer des chercheurs internationaux de partout, y compris des chercheurs chinois qui fuient le régime. On a énormément dans les entreprises de tech aux États-Unis de personnel soit chinois, soit d'origine chinoise, des gens qui sont des élites intellectuelles qui ne sont pas au service du Parti communiste, n'est-ce pas? Donc finalement, est-ce que ce libéralisme occidental, est-ce qu'on doit jeter le bébé avec l'eau du bain, en fait? Est-ce qu'on doit revenir quelque part sur nos valeurs fondamentales ou imiter les Chinois, comme certains le proposent? Non, il ne faut surtout pas revenir sur nos valeurs fondamentales, qui sont la démocratie, la liberté, la tolérance, etc. Alors, sur l'innovation, attention, les derniers palmarès ces dernières années montrent que la Chine est devant les États-Unis. Alors après, il faut rentrer dans les détails et on s'aperçoit alors que, en termes de dépôt de brevets, certes, les Chinois apparaissent en premier, mais il faut voir la qualité des brevets. C'est pas du même niveau qu'en effet aux États-Unis, et c'est sans doute aux États-Unis, vous avez raison, que l'innovation va avancer. Là où ils sont bloqués aussi, les Chinois, c'est qu'il y a le Parti communiste. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas faire n'importe quoi. Les entrepreneurs ne pourront pas laisser débrider leur imagination à cause de l'encadrement du Parti communiste. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Je veux dire, la liberté d'entreprendre, la liberté d'innover, elle est quand même beaucoup plus large chez nous. Elle ne dépend pas d'un acteur politique.
Donc, il va y avoir aussi en Chine, surtout si le monde se reconfigure dans une bipolarité avec ce fameux troisième acteur non aligné, il va y avoir aussi des problèmes. Mais, encore une fois, il y a eu d'énormes sanctions depuis Trump confirmées par Biden, notamment sur l'industrie des semi-conducteurs. Les Américains ont cru qu'ils ne seraient pas capables de passer à la fabrication de de puces vraiment petites, très très petites. Ouais. Et ben, ils l'ont fait. Huawei a annoncé qu'il était capable de fabriquer des puces. La puce Kirin. Voilà, qui était vraiment performante. Alors, ils n'y sont pas encore au même niveau que les États-Unis, mais ils mettent tellement de milliards dans la recherche qu'ils vont y parvenir. Et croyez-vous que, bon, c'est un peu dans la suite de ce que vous venez de nous expliquer, la guerre technologique qui aujourd'hui est menée contre la Chine, est-ce qu'elle a des chances d'aboutir véritablement? Est-ce qu'elle va les ralentir? Et si oui, pourquoi? Oui, moi je pense qu'elle va juste les ralentir. Vous n'arrêtez pas une puissance qui comprend 1,4 milliard, donc qui a un marché domestique déjà suffisant pour amortir les investissements. Vous n'arrêtez pas cette puissance-là. Donc la guerre technologique n'aboutira pas. Elle va ralentir en effet, mais elle fera que ralentir. Elle fera que ralentir. Ouais. Bon, écoutez, Ali Laïdi, merci beaucoup. On était ravis de vous recevoir dans cette émission Le Cercle pour Risque Intel Média. Au public, si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à liker, à commenter pour nous permettre de faire toujours plus de contenu, pourquoi pas de réinviter Ali Laïdi et d'autres sur notre chaîne. Merci et à très bientôt. Merci à vous.